Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show. Comme d'habitude, pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, nous avons des news très intéressantes cette semaine-ci. Vraiment, nous avons Framework qui va lancer un modèle 16 pouces de leur ordinateur totalement modulaire que vous pouvez entièrement réparer. Ça, c'est hyper intéressant pour, je pense, beaucoup de gens. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique, forcément. Des nouvelles news aussi au niveau des faits que AMD va sortir enfin des cartes mères plus abordables en A620. Donc ça va être aussi très intéressant. Et puis d'autres actualités en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description, sur la description, voilà, ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Alors, vite fait, je voulais commencer par une petite excuse. Il y a eu beaucoup de vidéos sponsorisées qui sont sorties à la suite, et c'est dû au fait que, en fait, les marques, souvent, quand c'est le début d'une année, discutent les budgets pour cette année-ci, forcément, et ils le font aussi par trimestre. Et du coup, le trimestre arrivait à la fin, sauf que avec la rentrée janvier, ils ont mis un peu de temps à discuter les budgets, et du coup, tout s'est juste retrouvé au même moment. Donc, je suis un peu désolé, parce que ça fait beaucoup de vidéos sponsorisées. J'essaye de toujours les rendre intéressantes, évidemment, qu'il y ait toujours quelque chose, même si vous n'avez rien à faire du produit, vous apprenez quelque chose en la regardant, parce que je trouve ça intéressant. Après, évidemment, je suis obligé de refuser beaucoup de trucs sponsorisés, parce qu'il y a des marques, des fois, qui veulent juste faire des trucs sponsorisés pour des trucs vraiment stupides, ou qui n'ont aucun intérêt. Donc, yep. Enfin bref, dans tous les cas, ça devrait être beaucoup plus light maintenant. Mais avant que ce soit beaucoup plus light, avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par les RX 7900 Red Devil de Power Color ainsi que les Devil Skins. Les 7900 Red Devil de Power Color sont évidemment leurs cartes les mieux refroidies et les plus performantes. Elles sont juste magnifiques aussi. Mais en plus de ça, si vous voulez les personnaliser, ils ont introduit les Devil Skins qui vous permettent de tout simplement mettre une backplate derrière votre carte graphique. Elles sont aimantées, donc c'est très facile d'installation. Il en existe plusieurs styles. Là, vous avez par exemple le génératif qui est un look beaucoup plus agressif. Vous avez aussi le intrusif qui lui est beaucoup plus classe avec des jolies courbes, mais qui laisse quand même passer l'air à travers la backplate. Ces Devil Skins sont compatibles seulement avec les Red Devil 7900 et certainement d'autres futurs cartes graphiques, on verra ça, et sont disponibles partout dans le monde dans votre retailer favori. Et en plus de ça, je lance un concours sur Twitter avec Power Color où vous pourrez gagner une RX 7900 XT. Suivez le lien dans la description pour participer à ça. Et suivez également le lien dans la description si vous voulez découvrir les RX 7900 Red Devil ainsi que les Devil Skins. Merci encore à Power Color d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Et continuons avec le reste de la vidéo, justement. Du coup, commençons réellement ce Tech Summer Show avec le fait que Framework introduit deux nouveaux produits très intéressants. Déjà, Framework, si vous ne savez pas, c'est le constructeur de laptop qui fait des ordinateurs entièrement réparables, c'est-à-dire que vous pouvez le démonter facilement, vous avez des instructions et tout, vous pouvez acheter des pièces de remplacement sur le site et du coup réparer votre PC ou même le monter par vous-même. Vous pouvez acheter l'ordinateur en kit et le monter par vous-même. Ils avaient du coup déjà sorti quelques upgrades depuis, par exemple ils étaient passés à des nouveaux processeurs, mais là ils ont fait des annonces énormes. Déjà, ils ont enfin, ou plutôt ils vont enfin avoir des modèles Ryzen, donc avec des processeurs AMD. Et ça, c'est génial. C'est quelque chose que j'attendais énormément parce que, personnellement, même si les processeurs Intel ont plus de performance, surtout en haut de gamme sur laptop, AMD fait juste beaucoup mieux au niveau batterie. Genre, les laptops AMD, le meilleur laptop Windows que vous pouvez acheter actuellement est un laptop AMD. C'est celui qui a la meilleure batterie, c'est le TUF A16, le nouveau modèle 2023. J'ai vu des tests. Le truc, il dure hyper longtemps au niveau batterie. À côté de ça, les ordinateurs Intel avec des processeurs équivalents au niveau gaming, ça tient 3-4 heures. Donc, yep, c'est plutôt mauvais. Donc, j'attendais avec impatience un modèle AMD. Et du coup, il est sorti. Ils ont annoncé le fait que vous pourrez acheter la carte mère en AMD. Donc, vous pourrez acheter un nouveau laptop AMD. Vous pourrez aussi acheter un kit d'upgrade AMD. Donc, si vous avez déjà le laptop en Intel, vous pouvez acheter la carte mère, pouf, la mettre à la place de celle de Intel. Et vous avez mis à jour votre ordinateur portable vers AMD. Et ça, c'est justement l'une des forces de Framework. Ils ont annoncé aussi plus de nouveaux modules, notamment. La deuxième actualité par rapport à Framework, c'est le fait qu'ils ont annoncé un nouveau modèle. Ici, c'est un modèle 16 pouces, parce que le modèle actuel qu'ils ont, c'est du 13 pouces. Et c'est bien les Ultrabooks, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus de place et un petit peu plus de résolution aussi au niveau de l'écran et un écran plus grand tout simplement. Et aussi, qui dit modèle 16 pouces dit GPU dédié. Mais ça reste Framework. Donc c'est pas juste,
vous achetez une carte mère avec un GPU intégré dessus, un GPU dédié intégré dessus, et genre vous devez remplacer toute la carte mère si vous voulez changer de GPU. Non, ils ont fait un système évidemment modulaire ici. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière. Vous pouvez juste avoir le laptop en mode plus CPU normal avec le GPU intégré au CPU. Donc ça c'est un modèle plus simple. Mais vous pouvez aussi rajouter ce modèle GPU qui rajoute un peu de longueur derrière pour le refroidissement et qui du coup a un GPU intégré. Et du coup, la carte mère de ce modèle 16 pouces aura un connecteur PCI Express qui est pas propriétaire, mais qui a seulement été utilisé par Dell ou je ne sais plus quelle marque, je ne me souviens plus. Framework a dû, en réalité, ils utilisent le même connecteur physique, mais ils ont dû refaire leur propre protocole parce que il n'était pas disponible. Du coup, vous pourrez connecter ce module GPU grâce à ce connecteur. Donc, vous pourrez changer le GPU de manière indépendante au CPU. Et ça, c'est génial. Aussi, un autre truc génial qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont poster les spécifications de ce connecteur. Donc, si Asus, MSI, Gigabyte le veulent, ils peuvent faire leur propre module GPU. Genre, c'est pas obligé que ce soit juste Framework qui le fasse. Ça, c'est incroyable, franchement. Du coup, ça vous donne un laptop, franchement, selon moi, qui est beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on peut voir sur le marché. Quand c'était seulement le 13 pouces, tout le monde ne veut pas un 13 pouces. Mais là, un 16 pouces, ça correspond à la plupart des gens. Ça va vous donner plus de puissance parce que forcément, il y aura un CPU un peu plus puissant là-dedans. Plus d'IO aussi parce qu'il y aura 3 modules de chaque côté. Donc, vous pourrez personnaliser votre IO comme le modèle 13 pouces. Donc, les ports que vous voyez sur le côté là, vous pouvez retirer et mettre d'autres ports si vous le voulez. Donc, si vous voulez 2 ports HDMI de ce côté-là, vous pouvez le faire. Si vous voulez 3 ports DisplayPort de ce côté-là, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez le personnaliser exactement selon vos préférences. Et ça, c'est génial. Et à côté de ça, vous pourrez aussi, du coup, upgrade le CPU quand il y a des upgrades intéressantes. Ou vous pourrez, du coup, upgrade le GPU. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'en acheter un. Genre, je vais en acheter un. J'avais upgrade récemment sur un Flow XS de chez Asus, et un truc qui était intéressant, c'est que vous avez ce port GPU qui permet de mettre un GPU externe facilement, et leurs GPU externes ne sont pas trop gros. Mais là, c'est juste une meilleure solution. Ça me permet d'acheter un laptop, ne pas changer de CPU, parce que le CPU, selon moi, est bon pendant des années, et pouvoir upgrade le GPU de manière indépendante. Bien évidemment, la RAM, le SSD, tout ça est upgradable très facilement. La carte Wi-Fi, rien n'est soudé dessus, tout est facile à upgrade. Et un autre avantage, ils ont montré, Linus Tech Tips a fait une vidéo dessus parce que Linus Tech Tips est actionnaire Framework. Moi, je ne suis pas actionnaire Framework, je tiens à le préciser. Et ils ont montré que notamment le clavier ici, il y en a qui vont être en mode « Ah, il n'y a pas de numpad ». Moi, j'aime bien avoir un numpad. Vous pouvez en réalité enlever les 2 bandes noires de chaque côté ici. Et vous pouvez décaler le clavier sur la gauche et mettre un numpad à droite, ou vous pouvez mettre le clavier sur la droite et mettre le numpad à gauche, ou vous pouvez mettre le clavier sur la gauche et rajouter un mini-écran sur la droite. Donc ils ont montré la possibilité de modules ici. Et du coup, vous pourrez personnaliser comme vous le voulez. À savoir aussi que Framework a des claviers AZERTY depuis. Ils ont sorti depuis pas mal de temps en réalité des claviers AZERTY. Donc si vous êtes francophone, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Ils vont d'ailleurs aussi commencer à sortir des produits pour la Belgique apparemment. Donc je suppose qu'ils veulent dire qu'ils vont carrément avoir des claviers AZERTY belges pour ceux qui sont belges justement. Personnellement, j'utilise l'AZERTY français, mais ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc ouais, franchement, c'est juste génial. Même si c'est un petit peu plus cher que ce qu'on pourrait espérer des fois, le framework laptop n'est pas le laptop le moins cher qui existe au monde, mais avec son système modulaire et tout, c'est juste beaucoup plus intéressant ce que font la plupart des marques en fait. Donc là, ça nous donne un PC qui est respectueux de l'environnement, ça nous donne un PC qu'on peut upgrade réellement et personnaliser selon nos préférences. Vous pouvez aussi changer l'écran, hein, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Donc si vous êtes en mode, si plus tard ils sortent un écran tactile, vous pourrez le mettre. Vous pourrez l'installer sans problème. S'ils sortent un écran 4K, si vous avez besoin de 4K, vous pourrez le mettre. S'ils sortent un écran plus orienté au jeu, 1080p ou 1440p, vous pourrez l'installer. Et ça, c'est une énorme force. Donc, le fait de pouvoir upgrade et personnaliser son laptop exactement comme on le veut. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, dès que le modèle 16 pouces sort, je l'achète. Le modèle 13 pouces, c'était un peu trop petit pour moi et il n'y avait pas d'option AMD jusqu'à maintenant. Mais avec un modèle 16 pouces, en plus en AMD et en plus je peux upgrade mon GPU, il n'y a aucune question à se poser. Je vais
prendre cet ordinateur et je serai très content certainement de l'utiliser. Alors, Framework n'est pas non plus parfait, je tiens à le préciser. Hein, ça reste une nouvelle compagnie, donc il faut voir s'ils vont durer dans le temps. Selon moi, ils vont durer dans le temps parce qu'ils ont une excellente stratégie. Ils ont énormément d'investisseurs derrière. Et ils ont eu aussi quelques petits problèmes, notamment avec les modules des fois, qui chauffaient un petit peu au début. Ils les ont révisés depuis, donc ça marche mieux. Donc voilà, c'est pas non plus parfait, je tiens à le préciser. Ce n'est pas, on va dire, notre sauveur sur un cheval blanc qui va changer l'entièreté du marché. Mais je pense que là, ils ont quelque chose d'hyper intéressant qui va réellement en partie révolutionner le marché et qui va peut-être faire bouger les choses. Et aussi, qui va aider au niveau écologique. Ensuite, nous avons une news au niveau du fait que Steam ne sera plus supporté sur Windows 7 et Windows 8 à partir du 1er janvier 2024. Et une news qui n'étonne personne parce que déjà Windows 7 n'est même plus supporté officiellement par Microsoft. Donc voilà. Et puis aussi par le fait que, tout simplement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens sur Windows 7 L'upgrade était gratuit vers Windows 10 et vous devriez selon moi passer à Windows 10. Windows 11, ça reste discutable, mais Windows 10 marche bien, donc passez dessus, quoi. Surtout si c'est pour jouer à des jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui n'aiment pas trop Windows 7, notamment si vous voulez utiliser des jeux DirectX 12, plutôt compliqué. Donc ouais, pas très étonnant, et ça devait bien finalement pas arriver, franchement. Après, évidemment, si vous êtes encore coincé sur Windows 7, ça peut être un peu embêtant. Après, encore une fois, Windows 10 est plus léger que Windows 7, donc vous devriez pouvoir le faire tourner sur votre machine. Et à part si vous avez vraiment du matériel incompatible qui ne marche pas du tout, ça ne devrait pas trop être un problème. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des gens que ça va poser un problème. Il y a des gens qui ne pourront pas passer sur Windows 10 et ça va littéralement leur empêcher d'accéder à leur librairie de jeux. Et ça, c'est dommage pour eux, mais après, encore une fois, Windows 7 est sorti il y a je ne sais combien d'années, il y a un moment, il faut bien passer à autre chose. Ensuite, nous avons une autre news au niveau ici du fait que Autodesk Maya et AutoCAD sont maintenant natifs Apple Silicon. Et je tenais à le préciser parce que, évidemment, Autodesk Maya est pas mal utilisé sur le marché. Bon, peut-être pas autant que Blender, je pense que Blender est plus utilisé, mais beaucoup de gens utilisent Maya. Et du coup, si vous aviez déjà regardé au Mac par le passé, parce que ils sont assez bien optimisés au niveau batterie, il faut être honnête. Et d'ailleurs, cette image, je ne sais pas ce que c'est, ce Photoshop où on voit que l'écran est très sur la bordure. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Oh, c'est une image proportionnelle. T'es sérieux, Autodesk? Attendez. Jamais il y a un Mac avec une bordure d'écran aussi fine. En plus, ouais, la notch. Et puis, c'est un modèle Touch Bar. C'est un modèle 16 pouces Touch Bar. Donc, c'est pas un modèle M1. Enfin bref, je suppose que c'est peut-être une vieille image qu'ils ont trouvée pour illustrer ça, mais yep. Cette image est totalement photoshopée comme pas possible. Bref, dans tous les cas, pour ceux qui étaient intéressés de peut-être passer sur un MacBook, mais qui avaient ce problème-là, que c'était pas supporté officiellement et du coup les performances n'auraient pas été les meilleures, maintenant, visiblement, il y a peut-être la possibilité. Je dis pas que c'est la meilleure option pour tout le monde, mais les MacBooks ont cet avantage, honnêtement, qu'ils ont une batterie qui tient des heures. Vous pouvez sans problème travailler dessus pendant des heures et toujours avoir de la batterie à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours vrai sur Windows, malheureusement. Ensuite, nous avons une news qui va faire plaisir à beaucoup de gens parce que nous avons les cartes mères en A620 qui arrivent bientôt. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, évidemment, ces cartes mères utiliseront le chipset AM5, mais seront beaucoup moins chères. Donc, ça va enfin permettre de peut-être faire des configs full AMD, en partie future-proof, pour un prix raisonnable. Parce que le problème actuellement, c'est que les cartes mères en AM5 coûtent tellement cher que ça juste rehausse l'entièreté du prix de la config. Et c'est pas toujours le plus intéressant. Donc, là, nous avons quelques modèles Gigabyte, comme vous pouvez voir. Ces cartes mères sont vraiment faites pour être pas chères. Donc là, on parle d'une centaine d'euros même pour certaines de ces cartes. Après, évidemment, ne vous attendez pas aux mêmes fonctionnalités qu'une carte mère en B650 là-dessus, pour ce même prix, pour ce prix en tout cas. Voilà, il y aura des sacrifices. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas un problème. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère toujours quand même, quoi qu'il arrive, que surtout les cartes mères en B650, non, pas les versions E, mais B650 de base, vont baisser en prix parce que selon moi, vu ce qu'elles offrent, il n'y a aucune raison qu'elles soient aussi chères. C'est juste stupide, vraiment.
Je ne sais pas qui se sucre derrière. Je ne sais pas si c'est AMD qui fait payer plus cher le chipset aux marques, certainement en réalité, ou si c'est juste le socket de manière générale qui coûte plus cher. Mais voilà, c'est pas normal qu'une carte mère en B650 coûte minimum 200 euros. Il nous faut des modèles à 150 euros, clairement. Donc en attendant, ce sera peut-être la manière de faire une config full AMD en Ryzen 7000 pas trop cher. Après, encore une fois, vous n'allez pas mettre le modèle 16 cœurs là-dessus. C'est plus, je dirais 8 cœurs maximum, certainement. Certains de ces modèles au niveau VRM, ça a l'air de... Les modèles 8 cœurs devraient passer. Et je pense aussi aux modèles non X, si vous le pouvez, parce que les modèles non X sont juste beaucoup mieux optimisés au niveau de leur consommation et sont presque aussi performants. Peut-être le 7800X 3D aussi pourrait être très bon sur une de ces cartes mères. J'imagine un très bon combat où le 7800X 3D, même s'il coûte un peu cher, si vous le couplez avec une carte mère pas trop chère, vous pouvez vous en sortir éventuellement et toujours avoir une config généralement moins chère que ce que fait Intel. Ça peut être intéressant pour du pur gaming, évidemment. Après, il faudra voir. Il faudra voir si elles sont bonnes, en fait, aussi. Parce que aussi bien, quand elles vont sortir, on va se rendre compte qu'ils ont tellement coupé les coûts partout que les VRM sont mauvais. Il n'y a peut-être pas les fonctionnalités qu'on attend. Donc, ouais, il faudra voir. Et c'est évidemment DDR5 aussi. Donc, il faudra toujours tenir compte que vous devrez mettre de la DDR5 et ça vous coûtera un peu d'argent. Vous avez aussi du PCI Express 4.0 au niveau des SSD, pour ceux qui se demandent. Certainement au niveau du GPU d'ailleurs. Et donc, oui, on verra bien. Là, apparemment, c'est annoncé à 139 euros le modèle Prime et les modèles TUF sont à 149 et 169. Encore une fois, selon moi, c'est cher pour des cartes mères qui ont l'air d'être basiquement nues. Mais ça permet de rentrer dans l'écosystème, ma foi. Ensuite, nous avons une news au niveau du fait que Nvidia va sortir apparemment sa RTX 4050 en juin. La 4060 Ti pourrait sortir en mai, ce qui est logique par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et évidemment, la 4060, ben, en fait, non, on ne sait pas. Peut-être ce sera en juin aussi, peut-être ce sera aussi au mois de mai, on ne sait pas trop. Bon, en réalité, les 4050 sortent toujours après les 4060. Donc, la 3050 est sortie après la 3060. Donc, c'est peu probable que la 4060 ne sorte pas et que la 4050 sort. Donc, à mon avis, la 4060, ce serait peut-être plus début juin et la 4050, pour l'avoir peut-être fin juin ou autre chose. Donc, ça, on verra bien. Aussi, pour ceux qui se demandent, non, toujours zéro, je dis bien zéro information sur une carte graphique AMD plus basse que la 7900 XT. Il n'y a aucune information. AMD, je ne sais pas quand ils comptent faire des 7800 XT ainsi que des 7700 XT. Selon moi, ils devraient peut-être se bouger un petit peu les fesses parce que c'est le moment de les sortir. Ça laisse un petit peu le champ libre à Nvidia. Après, il y a toujours les RX 6000 qui sont très bonnes et à très bon prix, mais ce serait bien d'avoir un peu plus de concurrence. Bref, un autre débat aussi, c'est au niveau de la quantité de RAM. Il y a un énorme débat là-dessus parce que beaucoup de jeux ces derniers temps sont sortis et ils ont du mal sur même 8 Go de RAM. Donc vous avez Hogwarts Legacy ainsi que le dernier port PC qui est Last of Us, partie 1, qui était porté sur PC, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des tests qui ont déjà été faits et 8 Go de RAM n'est pas assez. Genre même, et c'est stupide. Bon là, c'est la faute des développeurs selon moi, mais même en 1080p medium, pas 1080p high ou ultra autre chose, The Last of Us, partie 1 sur PC, utilise plus de 8 Go de RAM vidéo s'il le peut. Et du coup, les performances souffrent si vous n'avez pas assez de RAM vidéo. Donc là, on en arrive à une situation où c'est un peu 6 Go de RAM sur une 4050, ce qui semble être la rumeur ici. Ça va pas être très bon. Et on en arrive aussi à une situation très étrange pour Nvidia où la 3060 avait 12 Go de RAM, la 3050 avait 8 Go de RAM, mais il y avait aussi, il me semble, un modèle 4 Go, mais voilà. Mais il y avait 8 Go de RAM. Et maintenant, sur leur nouveau modèle, on a moins de RAM vidéo. Alors, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que, justement, on en arrive à cette situation où 6 Go n'est clairement pas assez, même sur une carte graphique d'entrée ou milieu de gamme. Et 8 Go est déjà limite. Mais du coup, le problème, c'est avec la façon dont a designé ces cartes graphiques NVIDIA, la 4050 a un bus mémoire qui est certainement un multiple qui permet de mettre 3 puces de mémoire, à mon avis. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à 6 Go, parce que ça fait 3 x 2. Hein, donc ça doit être des puces de 2 Go, ils en mettent 3, voilà, on a 6 Go.
Et du coup, ils peuvent mettre que 3 puces. Donc, ou alors, ils doivent mettre un multiple de ça. Donc, ils doivent rajouter 6 puces peut-être. Mais le problème, c'est que du coup, on passe à 16 Go, à 12 Go. Et 12 Go sur une carte graphique comme la 4050, ça paraît peut-être un peu abusé. Surtout quand la 4070 Ti a 12 Go aussi. Donc, ça donne une situation très bizarre pour Nvidia. Même chose pour la 4060 Ti, qui visiblement aura 8 Go. Et là, on se dit juste, oh, ça va totalement la casser pour le futur, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes graphiques entrées au milieu de gamme et qui les gardent des années. Donc là, si elle est déjà limitée maintenant dans des jeux qui sortent maintenant, imaginez dans 2-3 ans, ça va pas être très bon. Donc, Nvidia est vraiment dans une situation très bizarre ici, où ils ont fait, selon moi, des mauvais choix. Ils ont designé des GPU, à mon avis, pour qu'ils soient les moins chers possibles à produire. Comme ça, ils se font de la marge. Mais en échange, ils ont dû réduire la largeur de bus de ces cartes graphiques. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent mettre que soit 6 Go ou soit 12 Go, mais ça n'a aucun sens de mettre 12 Go sur une carte graphique pareille. Peut-être que s'ils avaient mieux, ou plutôt qu'ils avaient designé un GPU qui avait une largeur de bus qui permettait de mettre 4 puces mémoire, ils auraient pu mettre 4 puces de 2 Go et ils auraient eu 8 Go de RAM. Et là, ça aurait été logique sur une 4050. Et pour la 4060, ils auraient peut-être pu mettre suffisamment de largeur de bus pour mettre, par exemple, je sais pas moi, peut-être 5 voire 6 puces mémoire de 2 Go. Et là, on serait retrouvé avec une carte qui a 10 ou 12 Go de GDDR6. Et là, ça aurait été suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, on est dans une situation un peu bizarre. Alors après, évidemment, c'est toutes des rumeurs ici, mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la réalité. Donc ouais, ça va être très bizarre, franchement, pour les RTX 4000 d'entrée de gamme. Et ça confirme ma crainte de me dire qu'elles vont pas être les plus intéressantes. Ensuite, très bonne news, la dernière version bêta d'OBS Studio, qui est la 29.1, rajoute enfin le streaming en AV1 et aussi en HEVC, mais ça on s'en fiche. Du coup, le streaming AV1 arrive enfin. Il est seulement disponible du coup en bêta, comme je dis, sur OBS et aussi en bêta sur YouTube. Donc tout le monde n'y a pas forcément accès, si je me souviens bien, mais ça ne saurait tarder. L'AV1, si vous ne savez pas, c'est une nouvelle façon d'encoder les vidéos qui permet de beaucoup plus les compresser et du coup d'avoir une bien meilleure qualité avec la même bande passante. Donc, un exemple qui est souvent donné, c'est sur Twitch, on est limité bien souvent à 6000 kilobits par seconde. C'est pas grand-chose. Avec de la V1 en 6000 kilobits par seconde, vous pouvez même faire du 1440p. Et genre, vous avez une bonne qualité. Si vous faites du 1440p avec 6000 kilobits sur Twitch à l'heure actuelle avec du H264, c'est une bouillie de pixels. À part si c'est un jeu où il n'y a rien qui bouge. Donc ouais, la V1 est réellement révolutionnaire pour le streaming de manière générale. Et en plus, la V1 n'a aucune licence. Il est libre d'utilisation par tout le monde. Le H264 et surtout le H265, vous devez payer. Donc quand un site rajoute le support de H265, ils doivent payer des royalties. Donc ici, la V1 évite totalement ça. Donc c'est génial de voir arriver ça. J'ai vraiment hâte. Ça va aider les personnes qui ont peut-être justement une bonne config moderne, mais qui ont une config Internet qui est misérable, mais qui veulent quand même streamer. Ça va vous permettre d'enfin streamer. Évidemment, aucune information sur quand Twitch va le rajouter ici, mais en tout cas sur YouTube, ça semble arriver très bientôt. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, dans le streaming, il peut choisir l'encodeur NVIDIA. Vous avez aussi EposVox, excellente chaîne en rapport avec tout ce qui est streaming. C'est une chaîne où il parle en anglais, par contre, tenez-en compte. Mais il fait tout ce qui est en rapport avec le streaming. Et là, il a testé du coup l'encodage AV1 jusqu'en 4K 60 fps sur YouTube et ça marchait hyper bien. Il s'est amusé à même tester, il me semble, du 1440p à 3000 de bitrate, 3000 kilobits. Et genre, c'était toujours bon, quoi. Et ça, c'est juste... Wow, c'est impressionnant. Donc ouais, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et dès que ce sera disponible, j'espère pouvoir l'utiliser. Ensuite, nous avons une petite dernière news pour le fun. Mais en gros, vous avez des gens qui sont amusés à faire une machine à expresso open source. Yep. Alors, est-ce que vous devriez construire cette machine par vous-même? Pas forcément, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Hein. Il y a quand même un petit peu de
des choses qui pourraient tourner mal, hein, parce que vous devez chauffer de l'eau littéralement à de très hautes températures, donc faites attention si vous décidez de le faire. Mais oui, si vous en avez marre des machines à expresso qui sont disponibles sur le marché, qui coûtent extrêmement cher, qui cassent pour un rien, qui ont plein d'autres problèmes, vous pouvez vous faire votre propre machine à expresso ici. Et du coup, totalement open source. C'est vraiment... J'adore voir ça personnellement. Je ne le ferai pas forcément par moi-même, mais c'est quand même cool de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de fabriquer un tel truc. Maintenant, ce que j'aimerais voir comme était d'open source, il me semble que c'est déjà le cas en réalité, mais j'aimerais voir une imprimante open source. Merci, une imprimante, j'aimerais la fabriquer par moi-même. Il y en a marre des imprimantes. Vous savez quoi? Et j'avais déjà vu ça, quelqu'un qui le disait, mais il y a une marque que j'adorerais qu'il fasse une imprimante. Et c'est Apple. Si Apple faisait une imprimante, elle coûterait cher. Elle aurait des cartouches propriétaires, mais au moins elle marcherait parfaitement. Et les imprimantes, juste... j'aimerais une imprimante open source, quoi qu'il arrive. Parce que les imprimantes à l'heure actuelle, ça coûte cher, surtout l'encre. Donc une open source, vous pourriez juste aller acheter des bouteilles d'encre. Je sais qu'il existe des imprimantes de grandes marques, vous pouvez juste utiliser des bouteilles d'encre, mais... Voilà, une open source serait encore mieux. Et surtout, si l'open source, elle marcherait parfaitement parce qu'il y aurait quelqu'un pour fixer les problèmes. Donc ouais, j'adorerais une imprimante open source. Est-ce que ça existe? Il y en a qui savent, ça m'intéresserait. Mais bon, en attendant, si vous voulez faire une machine à café, allez-y. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao. N'hésitez pas aussi à checker le concours pour gagner la RX 7900 XT de chez PowerColor. Ça peut être intéressant.